Bonsoir, bienvenue, merci d'être au rendez-vous des grandes questions, le magazine qui vous change les idées, désormais diffusé sur France 5 le samedi entre 19h et 20h, donc à une heure de grande écoute. Merci la direction. Je vous souhaite d'abord évidemment à tous une bonne année, je crois que c'est encore le moment de le faire, avec beaucoup d'amour, de succès, de bonheur et de philosophie. Justement, à propos de philosophie, on va parler aujourd'hui de la liberté d'expression avec comme grand témoin Bernard Tapie, qui lui a connu la presse des deux côtés, puisque après que la presse a beaucoup parlé de lui, il est devenu aujourd'hui patron de presse, propriétaire du journal La Provence. Avec lui, deux philosophes, Bénédicte Lannot, qui travaille à l'Université populaire de Michel-Onfray à Caen, et puis le pic de la Mirandole de la philosophie, André Comte-Sponville. Nous rejoindrons trois experts, Frédéric Aziza, Éric Nolot et François Durper. Une nouveauté cette année, Géraldine Mühlmann, la philosophe professeure à Paris 2, viendra en fin d'émission tout à l'heure, Géraldine, pour nous dire ce qu'elle a pensé. Je vous signale qu'en attendant, vous pouvez réagir, nous interpeller sur #LGQ pour les grandes questions. Alors Bernard Tapie, bonsoir, on va commencer avec vous. La philosophie, ça vous branche ? Ça me branche, on ne peut pas faire une vie comme la mienne sans de temps en temps prendre des points de repère. Les points de repère, c'est quoi ? Ce sont des philosophes ou des phrases qui vous restent ? C'est les deux, des phrases, des comportements. En tout cas, surtout quand on veut passer de là où j'étais quand je suis né à là où je suis arrivé. Comme disait l'autre, je suis parti de nulle part, je suis arrivé nulle part, j'ai de merci et dire à personne. Donc j'ai des trucs, effectivement, dont je me suis servi. Une petite phrase, c'est quoi, alors, par exemple ? Par exemple, Mark Twain, un Anglais, a dit il ne savait pas que c'était impossible, il l'a fait. Et moi, je n'ai pas arrêté de faire des choses sans savoir que c'était impossible. Et si j'avais écouté tout le monde, je n'aurais jamais fait, parce qu'évidemment, on m'aurait expliqué pourquoi pas le faire. Et puis, il y a un autre truc aussi qui m'a beaucoup servi, que mes ennemis n'ont pas compris. Nietzsche a dit « Tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts ». Et ils n'ont pas compris qu'ils n'ont pas arrêté de me faire faire de la musculation intellectuelle au fur et à mesure qu'ils voulaient me flinguer. Donc on s'adresse aux ennemis de Bernard Tapie, ne l'attaquez plus. Hein ? Ce serait pas mal, oui. Ouais. Maintenant, je peux rediminuer, je suis sur la pente descendante de toute façon. Voilà. Je peux plus nuire, quoi, donc foutez-moi la paix. Ouais. Et la presse, alors aujourd'hui, maintenant, vous êtes passé de l'autre côté. Oui. Hein, vous êtes patron de journal. Alors, justement, ces affaires dont on parlait, Dieudonné et l'affaire Closer ou vie privée de François Hollande. Comment vous réagissez là-dessus ? Vous pensez qu'il faut mettre des limites, qu'on n'en met pas ? Alors, la dernière affaire Dieudonné, elle m'interpelle énormément parce que j'ai changé d'avis en 15 jours. Ma première pensée, ce serait plutôt de citer Voltaire. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce que tu dis, mais je ferai tout pour que tu puisses continuer de le dire. Donc ça, c'était plutôt aucun interdit, machin, etc. Et puis on peut le développer. Pendant une heure, on peut faire le procès de Dieudonné et au contraire, le procès de ceux qui l'ont interdit. Mais quand je vois où on est arrivé à la fin, on en débattra sûrement, finalement, ce que la justice aurait dû faire, puisque le seul interdit qu'on doit respecter tous, c'est celui qui est imposé par la justice. Et quand je dis la justice classique, la justice judiciaire, je crois qu'on l'appelle comme ça, pas la justice d'État, en tout cas assimilée. À partir du moment où la justice rend son verdict, tout le monde s'y plie. Et apparemment, 9 condamnations, plusieurs années de combat, plusieurs années pendant lesquelles la justice a dit « il faut que vous arrêtiez de dire ces saloperies », et il a continué. Et il a suffi qu'il y ait une interdiction pour que d'un seul coup, ils disent « Bon ben, allez, j'ai compris, je fais mes spectacles, mais je dis plus de saloperies ». Le paradoxe, c'est que c'est depuis qu'il les fait sans dire de saloperies qu'il y a des manifs dans la rue. Ça veut dire que le trouble à l'ordre public qui existait que préventivement et qui justifiait pourquoi le Conseil d'État avait dit « on arrête », alors qu'il n'y avait pas de trouble dans la rue. Il y avait un trouble psychologique, affectif, philosophique, tout ce que vous voulez. Comme quand on entend des grosses conneries ou des saloperies. Parce que maintenant, ça y est, il y a la bagarre. C'est-à-dire que, bon voilà, je pense que ça a servi, ce qu'ils ont fait, puisque maintenant, il a pris l'engagement. Et pour de vrai, il ne dit plus de saloperies. Mais d'un autre côté, ça ouvre une porte, quoi. Et cette porte-là, elle est dangereuse de l'ouvrir. Bon, et un rêve, là. Vous êtes président de la République. Vous êtes François Hollande. Tombe l'affaire Closer. Comment vous auriez réagi, vous ? Alors d'abord, je ne le dirai pas parce qu'il faut être dans le cas pour pouvoir le dire. Et deuxièmement, il n'y a pas de comparaison entre les deux affaires. Il n'y a aucun...
Il y a Non, aucun mais point on est toujours commun. sur la liberté d'expression. Jusqu'où on va, Oui, non, mais qu'est-ce qu'on a le droit de dire, ça n'a rien quoi. à voir. Attends, chacun a tous les droits. Si je prends l'affaire précise de François Hollande, il a le droit de faire ce qu'il fait, de le faire comme il le fait, de le dire comme il le dit. Puis d'un autre côté, les médias ont le droit de juger, de trouver que c'est bien ou trouver que c'est pas bien. Puis au bout de chaîne, le lecteur, qui est en même temps électeur, a le droit de dire « je m'en fous, ce qu'il fait, ça m'intéresse pas ». D'autres ont le droit de dire bah, « finalement, il est vachement mieux que je pensais, je vote pour lui ». Ou au contraire, c'est dégueulasse ce qu'il a fait, ou j'aime pas ce qu'il a fait. Autrement dit, cette chaîne-là, elle n'emmerde personne. Chacun a le droit d'avoir une idée particulière, précise. Dans l'autre cas, c'est pas le cas. Dans l'autre cas, il y a des normes qui s'imposent à tous et qui doivent être respectées par tous. Mais là, il n'y a pas de contravention. Alors il y a Closer qui dit « voilà ce que j'affirme ». Alors après, vous rentrez dans le débat des publics ou privés. Alors, si vous me demandez à moi mon avis, je suis totalement pour lever toutes les barrières, y compris une qui m'a pourri la vie à moi en particulier et qui pourrit la vie de la justice, c'est le secret d'instruction. Ça, c'est une horreur. Car le fait qu'il y ait un secret d'instruction, ça laisse supposer que ce qui est dit, c'est la seule chose qui a été dit. Non, mais il faudrait que... Comment ça, c'est... À la Provence, vous auriez eu les photos de Closer, des photos de paparazzi. Vous les auriez publiées? Ah ben moi, je ne serais pas intervenu parce que je n'interviens d'aucune manière. Je veux dire qu'il y a une rédaction, un directeur de la rédaction qui est un type formidable, brillant, que j'ai pris par rapport à son passé. Olivier et je Magrol. me garderais bien de dire il faut le faire ou il ne faut pas le faire. De temps en temps, ça lui arrive très souvent, une fois par mois, de me dire tiens, il y a un truc là, qu'est-ce que tu en penses? Mais sinon, je ne me serais pas permis. Alors après, moi, à titre perso, je dirais merde, c'est quand même dommage de passer à côté. Puis de l'autre côté, je me dirais mais quelle est l'importance? Enfin, on a en ce moment en plus, un sujet énorme, majeur. Le président qui est en train de partir dans une orientation qu'on peut appeler différente. Qui vous plaît? Comment? Qui vous plaît, cette orientation? Ah bah écoutez, vous me posez la question comme si vous ne connaissiez pas la réponse. Bah oui, mais... Évidemment, elle me plaît, évidemment. Enfin, c'est pas parce qu'elle me plaît à titre perso, parce qu'il n'y en a pas d'autres. Je veux dire, s'il y en avait d'autres, ça se saurait. Donc l'histoire, c'est qu'à ce moment-là, ça vient faire un truc, une espèce de carambouille incroyable. Et moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais s'il a eu au moins un mérite au cours de cette conférence de presse, ça a été non pas sa réponse qui a satisfait que ceux qu'elle n'avait pas envie d'entendre parler, mais qui a été incroyable d'aplomb, de courage, parce qu'en fait, il a fait comme s'il était totalement imperméable à l'histoire. C'est-à-dire qu'il est resté ce qu'il était prévu qu'il soit. Et c'est un travail d'acteur énorme, parce que, bon, c'est pas possible qu'il n'ait pas été touché par l'histoire. Donc il a été un acteur énorme, comme si c'était rien passé. Vous voulez dire, il s'est tapisé un peu, c'est ça? Non, moi je suis très mauvais acteur. Wow. Oh, non. Bah, vous jouez? Un peu. Oui, au théâtre, au cinéma. Bon, avant de poursuivre ce débat avec nos philosophes, je vous propose de regarder cette question traitée, explorée par Alexandre Gamelin en chanson. On regarde. En démocratie, la liberté d'expression est un droit fondamental et un principe sacré. Liberté, si par le monde gronde liberté, un ouragan qui veut tout emporter, je jure de toujours te chanter liberté. Et oui, c'est comme ça la démocratie. Qu'on soit très malin ou très con, on a le droit de penser ce qu'on veut et de dire ce qu'on pense. C'est la liberté d'être con, la liberté d'être ignorant, c'est la liberté d'expression. D'accord, la liberté d'expression, ça peut parfois être affligeant, mais c'est quand même mieux que les dictatures où on peut être mis en prison simplement pour avoir exprimé ses idées. Derrière des barreaux, pour quelques mots qu'il pensait si fort. Pour l'instant, c'est simple. Dans le camp du bien et de la démocratie, la liberté d'expression. Dans celui du mal et de la tyrannie, la censure. Quel est le grand inquisiteur, le bûcher purificateur? La censure, la censure. Ok, mais tout se complique quand on passe de la théorie aux faits. Une liberté d'expression sans aucune limite n'est-elle pas une porte ouverte à la barbarie? On a le droit de ne pas aimer les policiers ou les juges. Mais de là à les faire sodomiser par des primates... Le juge au moment suprême criait maman, pleurait beaucoup.
comme l'homme auquel le jour même il avait fait trancher le cou. Garogorille. Oui, mais comment savoir ce qui est du ressort de l'humour et ce qui est du ressort de la création artistique? Eh bien, en France, c'est la loi qui tranche. Non à l'antisémitisme, au négationnisme, au racisme, au sexisme, à l'homophobie, non aux atteintes à la vie privée, non aux insultes publiques, non à la diffamation. La liberté d'expression, c'est sacré, mais dans les faits, la police veille. Contravention, allez, pas de discussion, allez, exécution, allez, je connais le métier. En même temps, l'idéal démocratique, ce n'est pas non plus le droit au n'importe quoi. Certaines positions racistes, antisémites, négationnistes sont abjectes, ignobles, insupportables, il n'y a pas de débat possible là-dessus. Et tout homme normalement constitué a juste envie de hurler. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule, ça ferait du bien à la France. Oui, mais est-ce que la prohibition est la meilleure solution? On est parfois dans un jeu de dupes. Celui qui est interdit passe pour un chevalier blanc aux yeux de la majorité. Mais dans le même temps, celui qui est interdit passe pour un martyr aux yeux des autres et sa parole se répand. Bref, prohiber, même à juste titre, revient souvent à jouer au pompier pyromane. Au feu les pompiers, y a la maison qui brûle. Au feu les pompiers, y a la maison brûlée. Et si, affirmer comme aux États-Unis une liberté d'expression quasi totale était la meilleure façon de lutter contre les extrémismes? Et si le public était assez intelligent pour faire le tri? Plus que l'indignation, les hurlements, la censure ministérielle, la meilleure façon de faire taire un provocateur est peut-être d'afficher un souverain mépris et une royale indifférence. L'indifférence, elle te tue à petits coups, l'indifférence. Merci Alexandre Gamelin, quelle voix. Alors maintenant la parole au philosophe. On va commencer par vous, André Comte-Sponville, l'auteur de ce dictionnaire philosophique qu'il faut avoir chez soi, hein, pour tout comprendre sur la philosophie, aux éditions PUF. Est-ce qu'on peut encadrer la liberté sans la tuer? C'est ça la grande question finalement. Il faut bien. Puisque si on ne l'encadre pas, la liberté des uns, comme chacun, nuit à celle des autres. C'est le grand principe, la liberté des uns s'arrête où commence celle des autres. S'agissant en particulier de la liberté d'expression, le titre de votre expression, c'est « La liberté d'expression doit-elle avoir des limites ?» Oui, bien sûr. Puisqu'il y a des expressions que la loi interdit. L'appel à la haine raciale, les dénonciations calomnieuses, l'appel à la violence, etc. Oui, ça, la loi en France, mais ce n'est pas partout pareil. Oui, je soupçonne qu'il y ait peu de démocratie où on ait le droit de calomnier les gens, de diffamer les gens, par exemple. Eh bien, on verra tout à l'heure avec François Durper, mais aux États-Unis, c'est plus facile. En tout cas, moi, je pense qu'il faut qu'il y ait des limites. Et donc, la question n'est pas faut-il qu'il y ait des limites, mais quelles limites et comment les appliquer? Si on prend l'affaire Dieudonné, si vous voulez, moi au début, un peu à l'inverse de Bernard Tapie, j'ai peut-être aussi changé d'avis, mais dans un autre sens. Au début, je n'étais pas choqué par l'interdiction, je n'ai aucune sympathie pour ce personnage. Les quelques extraits que j'ai lus de ses spectacles dans la presse m'ont paru proprement scandaleux. Et donc, qu'on l'interdise, après tout, pourquoi pas? Et puis, en y réfléchissant, et notamment en lisant un article de Jack Lang dans Le Monde qui m'a donné à réfléchir, je crois que ça pose trois problèmes. Alors, le premier, tout le monde l'a repéré, on lui a fait une publicité énorme. Est-ce que c'était aussi intelligent que ça? Deuxième problème, est-ce qu'on peut interdire a priori un spectacle, sans savoir, puisque c'est a priori, ce qu'il va dire? Qu'on sanctionne un spectacle qui a eu lieu. Si des propos racistes, antisémites ont été tenus, il faut bien sûr sanctionner. Mais interdire a priori, là on limite la liberté d'expression dans un sens qui devient dangereux. Enfin, troisièmement, et Bernard Tapie l'a évoqué rapidement, ça a été interdit par un tribunal administratif et non pas par un tribunal judiciaire. La tradition démocratique, c'est qu'il y a une primauté des tribunaux judiciaires par rapport aux tribunaux administratifs. Si bien que, alors, je ne suis pas contre l'interdiction, je n'ai pas totalement changé d'avis, mais j'en comprends mieux les limites malgré tout. Et je crois que ça vaut la peine d'avoir effectivement un débat démocratique sur l'usage de la liberté d'expression. Ça fait partie des valeurs fondamentales de toute démocratie. Elle ne peut pas exister sans limite. Ça vaut la peine d'avoir un débat sur l'endroit où on fixe exactement ces limites. Bénédicte Lano. Alors moi, je dirais que le débat ne doit pas être pensé en termes quantitatifs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des limites quantitatives à la liberté d'expression. La liberté d'expression, en fait, ce n'est pas un principe absolu. C'est tout simplement une valeur qui prend sa place à l'intérieur de principes qui sont des principes autrement plus larges, qui sont ceux de la Déclaration des droits de l'homme, pour le dire rapidement,
qu'il faudrait bien comprendre comme la déclaration des devoirs de l'homme, si on veut le lire très précisément. Et donc c'est un appel à la responsabilité. Alors, on a beaucoup galvaudé le mot citoyen, mais je dirais que la liberté d'expression, elle doit être pensée en termes de liberté citoyenne, de responsabilité citoyenne. À partir de ce moment-là, la liberté d'expression, ce n'est pas la liberté de réaction, tous azimuts, tweet, déclaration immédiate, comme on l'a, et qui, elle, est une dévaluation des véritables valeurs de liberté et de responsabilité. Et c'est pour ça que cette histoire est extrêmement dommageable, c'est-à-dire que le Conseil d'État, instance ô combien digne, supérieure, principe quasiment transcendant dans notre République, ce Conseil d'État, il devient tout d'un coup une espèce de machine à réagir immédiatement, à provoquer finalement une sorte de législation Minority Report. Enfin, tout le monde l'a dit. Vous pouvez faire votre spectacle à condition de ne pas intégrer les termes injurieux que vous avez employés. Je vais le faire. Oui, mais d'habitude, vous ne l'avez pas fait, donc vous ne l'aurez pas fait. Alors moi, je pense que quand la justice commence à sonder les reins et les cœurs, c'est très grave, parce qu'elle ne garde plus sa posture, qui est justement celle de se référer à des principes transcendants, avoir la distance, qui est la distance par rapport à la réalité. Elle devient finalement une manière d'imposer la norme. Elle s'est tweetisée, quoi, d'une certaine manière. Elle s'est tweetisée, et puis elle impose la norme. Et si la loi, c'est la norme, alors effectivement, ça veut dire qu'on est dans une société qui interdit la grossièreté, la stupidité, le droit à la bêtise, disait votre petit numéro. Oui, mais qui n'interdit pas le voyeurisme dans Closer, enfin, dans l'affaire Closer. Il y a un quiproquo, d'abord par le fait que le Conseil d'État, en l'occurrence, ne doit s'occuper que de vérifier qu'il n'y a pas de trouble à l'ordre public. C'est la seule chose sur laquelle il va intervenir. Ça veut dire presque le constat qu'il y a physiquement un désordre, pas intellectuellement, ni philosophiquement, et encore moins, comme on l'a vu, de juger que ça portait atteinte à. Ça, c'est exclusivement réservé aux tribunaux de la police judiciaire et rien d'autre. Or, en l'occurrence, le Conseil d'État a utilisé les deux arguments. Il a utilisé d'un côté le trouble à l'ordre public qui n'avait pas lieu, qui risquait de l'être. Mais ça, ils sont un peu dans leur rôle. Regardez, les manifestations qui sont interdites parce qu'ils pronostiquent que... Bon, ça aurait pu, de vous à moi. Non, je veux dire que... monsieur, vous dites que c'était a priori de vous à moi. C'est pas a priori lorsque c'est un spectacle qui est écrit d'avance, qui est répétitif et qui est la copie de celui qui s'est passé pendant 5 ans auparavant. Franchement, on peut être effectivement jugé d'être a priorisme si on ne sait pas ce qui va se dire, mais là, il n'y avait pas de surprise. Je ne dis pas que ça justifie le fait qu'elle interdit, mais enfin, on savait ce qui avait été dit. Deuxièmement, c'est quand même des conséquences épouvantables. Je veux dire que le contenu était épouvantable. La preuve, c'est qu'il a été condamné chaque fois. Mais ce qui est insupportable, c'est que les condamnations n'aient pas été suivies des faits. Moi, je connais un type qui a fait 9 mois de prison ferme pour un match de football. Ouais, il s'appelle Bernard Tapie. Bon, là, excusez-moi, mais pendant 7 ans ou 8 ans, dire autant de saloperies, être condamné à des amendes dont il n'avait rien à faire puisqu'il ne les payait pas, c'était quand même pousser le bouchon un peu loin. Et je pense qu'il n'était pas anormal qu'à un moment, le pouvoir politique, pour une fois qu'il avait ce qu'il fallait là où il fallait pour dire bon, allez, ça suffit maintenant, vous ne le ferez plus. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire avec la quenelle, Bernard Tapie? Est-ce qu'il faut la censurer, l'interdire? Ça, je m'en fous, à l'intérieur, à la limite. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Et toutes les interprétations qui sont faites sont des interprétations personnelles. Moi, je ne le sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, excusez-moi, je voudrais juste finir là-dessus, il vient, lui, d'un coup, de reprendre la main en dénonçant par l'absurde que tout ce qui lui était reproché n'avait pas de sens. Pourquoi? Il décide de ne plus le faire, il sort de son spectacle tout ce qui était dégueulasse et épouvantable, en tout cas anti-israélite, anti-juif, anti-sioniste, il le sort. Et qu'est-ce qui se passe? Les salles sont encore pleines et lui, il a fait son spectacle comme si rien n'était. D'un seul coup, donc, ça prend une tournure qui démontre que c'était pas un spectacle, a priori, exclusivement politique. Bon, alors on va poursuivre ce débat en se demandant comment faire reculer les pensées abjectes. Alors tandis que prennent place le journaliste Frédéric Aziza, l'historien François Durper et le polémiste et esprit libre Éric Nolot, Alexandre Gamelin va nous faire part de ses éléments de réflexion sur cette question à sa façon. On regarde.
La liberté d'expression, c'est bien connu, c'est sacré, et on peut rire de tout, et blablabla, alors rigolons un bon coup. Oh, très drôle. Quelle marque de liberté. Quel humour. Quelle insolence. Hilarant. Warf. Ça donne un peu envie de vomir, non ? Soyons clairs, on ne peut pas discuter de tout. Ce qui est abject est abject. Seulement, comment une société doit-elle traiter cette abjection ? Si on refuse de laisser place à cette parole à coups de loi ou de censure, Objection, monsieur le président! on risque de faire passer ceux qui la professent pour des victimes, voire des héros en lutte contre une élite oppressante. Regardez-moi, je suis censuré, ma parole gêne l'ordre en place, donc mes théories ignobles sont justes. CQFD. A l'inverse, laisser n'importe qui vomir publiquement une parole haineuse, blessante et dont l'ignominie ne peut pas se discuter, n'est-ce pas banaliser cette parole et d'une certaine façon la légitimer ? Bref, face à la pensée abjecte, on est à peu près certain de se prendre à tous les coups une sacrée quenelle. Alors, merci Alexandre. Je vais m'adresser d'abord à vous, Éric Nolot. Donc, vous, comme Esprit Libre, là, vous avez publié un livre qui s'appelle Dialogue désaccordé. Ce sont des dialogues avec Alain Soral, qui est un grand copain de Dieudonné. Alors, en alter ego, oui. Oui, en alter ego. Quelle est votre réaction par rapport à ça ? Est-ce que vous avez l'impression que la meilleure façon de les faire reculer, justement, ces pensées abjectes, c'est de dialoguer avec elle ? Est-ce qu'on peut dialoguer avec Alain Soral ? Est-ce qu'on peut dialoguer avec Dieudonné ? Non, mais en théorie, l'affaire est simple. La liberté d'expression en France, elle est encadrée par la loi. Donc ça devrait être simple. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Vous avez deux autres paramètres qui viennent percuter la situation. C'est d'abord, vous avez la morale, c'est-à-dire il y a 3 mois, tout le monde m'explique que j'étais devenu le diable, que j'avais commis l'irréparable. On ne discute pas avec Alain Soral, ces gens-là n'existent pas. Et 3 mois plus tard, c'est à qui fera l'article le plus long sur Soral et Dieudonné, tous les hebdos, oui, puis tous les quotidiens. Ce livre est un gros succès, d'ailleurs. En plus, c'est un succès. Ouais. Voilà. Bon, on m'appelle pour me dire ça. Et ensuite, en effet, alors que la loi devrait s'appliquer, pour interdire Dieudonné, on se livre à un bidouillage qui, en effet, correspond à une régression démocratique majeure. On aurait dû appliquer la loi au lieu de mettre le Conseil d'État, qui est quand même la plus haute juridiction administrative. Moi, j'ai une position extrêmement simple. La France de Dieudonné existe, la France de Soral existe. Il faut décrire cette France pour mieux la combattre. Mais arrêtons de faire l'opération abracadabra du genre Dieudonné, on l'interdit, donc ça n'existe plus. La quenelle, il y a un projet de loi pour l'interdire, donc ça n'existe plus. On fait disparaître la réalité et du coup, tous les problèmes sont résolus. C'est de l'infantilisme intellectuel et surtout, c'est pas comme ça qu'on combat les problèmes. Bernard Tapie a entièrement raison. Dieudonné, c'est plein tous les soirs. Et il va refaire une tournée dans quelques mois et il aura un succès encore plus grand qu'avant les événements. On lui a fait un sacré beaucoup de pubs, c'est vrai que tout le monde en a rêvé. C'est incroyable. La manière dont ça a été géré, c'est en dépit du bon sens et même du bon sens démocratique et même du point de vue de l'efficacité. On fait ça avec le front à longueur d'année. Mais c'est exact. Marine Le Pen, pendant des années, on nous a dit le front, Marine Le Pen, il est l'élément à partir duquel tout le monde se positionne. Mais est-ce que ça n'a pas réveillé les esprits ? C'est-à-dire, est-ce que justement les gens... Moi, j'ai eu ce sentiment, d'ailleurs, en lisant votre livre, Éric Nolot, c'est qu'on est effarés, on ne savait pas que ça existait. Vous savez pourquoi ? On ne savait pas. C'est né d'un principe simple. C'est que vous prenez quelques personnages qui sont emblématiques de quelque chose de pas bien. Et en le combattant, vous vous appartenez à la catégorie des gens bien. Voilà, il n'y a pas qu'on peut. Il y a un moment donné, Dieudonné, à la limite, il suffit de dire aujourd'hui « Oui, Dieudonné, je suis tout le contraire. » Ah putain, t'es un mec bien, toi. T'as compris ? Et la France a besoin, comme ça, de quelques symboles. Des ennemis, voilà. Alors, il y a des symboles, on les fait, on en parle beaucoup, pour dire à quel point ils sont pas bien. Et après, nos censeurs, nos penseurs, eux, qui sont vachement bien, ils prennent le relais pour le critiquer. Non, mais ça va plus loin que ça, Bernard. On a l'impression de découvrir. Par exemple, Le Pen, je parle là du père, arrive au 2e tour, la France est sidérée. Ah, la France du Front National, ça existait. La manif pour tous. Ah, il y a des gens qui comparent l'homosexualité à la pédophilie et à la zoophilie. Cette France existe. Il faut dire que la France est un pays très compliqué et il faut la restituer dans sa complexité. Après, chacun fait ce qu'il veut de la complexité. Alors, Frédéric Aziza, vous publiez Au-dessus d'un nid de fachos. Enfin, c'est une enquête, c'est du journalisme sur Soral, Dieudonné, Ayoub, etc. Et vous pensez, j'imagine, qu'il ne faut pas dialoguer, mais qu'il faut enquêter. Oui. Alors, pourquoi j'ai publié ce livre ? C'est justement parce que j'ai fait le contraire de Éric Nolot. C'est qu'il y a un peu plus d'1 an, quand l'attaché de presse de Alain Soral m'a demandé de manière à plusieurs reprises de l'inviter sur la chaîne parlementaire, j'ai refusé. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Depuis 15 mois, 16 mois, je suis l'objet d'une campagne antisémite violente, virulente. Donc j'ai fait le contraire de ce que vous avez fait, vous. Et tout à l'heure, au début de cette émission, vous faisiez la comparaison entre Closer
et Dieudonné. Moi, je trouve, je ne sais plus qui disait que ce n'est pas la même chose. Moi, je trouve que c'est la même chose. Dans les deux cas, il y a une transgression de la vie privée concernant Closer, transgression de la loi concernant Dieudonné. Et pour quelle raison? Pour l'argent, pour le fric. Closer a publié ses photos pour gagner plus d'argent. Dieudonné est un antisémite, un militant de la haine antisémite et négationniste, et il fait ça pour gagner de l'argent. Bernard Tapie, vous considérez, vous, qu'on peut dialoguer de tout avec n'importe qui? Écoutez, moi je suis convaincu d'une chose, c'est que plutôt que de laisser les gens qui disent des énormités les dire, on a intérêt à leur faire dire et à expliquer aux gens qui n'ont pas forcément l'expertise pour pouvoir dire si c'est vrai. Je donne un exemple. Le Front National dit qu'il faut sortir de l'Europe. Bon. Quand tu n'as pas l'expertise pour savoir les conséquences réelles, ça peut paraître plus sympathique que d'être dans l'Europe, puisque les gens te disent aujourd'hui « Ouais, maintenant on paye en euros ce qu'on payait avant en francs. Donc l'Europe, c'est pas bien. » D'accord? Ben, vas-y, viens, parlons-en. Voilà ce qui se passerait si on en sortait. C'est quand même mieux que de ne pas en parler. Donc, dans tous les cas, le raisonnement, les gens, surtout maintenant, il y a des chaînes d'infos continues, il y a des livres qui sont... quand un philosophe fait un livre maintenant, il ne le fait pas que pour eux, il le fait aussi pour ceux qui ne le lisent jamais. Et ça veut dire que maintenant, il y a une capacité de compréhension du grand public qui est presque au niveau des intellectuels. Voilà, tout le monde comprend tout. Expliquons les choses. Et ne nous contentons pas de dire « mais celui-là, qu'est-ce que c'est ?» Moi, j'ai été le premier à affronter Le Pen, rappelez-vous. Oui, bien sûr. Et alors, ça a été mal ou ça a été bien? Oui, c'était positif. Ouais. Ben, ça a été positif, je l'ai montré comme il était. Il était en train de nous dire « il faut virer tous les Algériens ». Et je lui dis, mais vous ne vous rappelez pas, vous étiez pour l'Algérie française. Est-ce que vous diriez... Si vous aviez gagné, on en aurait plein. Qu'est-ce que c'est qu'une démocratie qui a peur de la confrontation d'idées? Est-ce que ce n'est pas même contradictoire dans les termes? Évidemment. Est-ce que vous diriez, comme vous le disiez à l'époque à propos des gens du Front National, vous diriez que ce sont des salauds, ceux qui vont voir Dieudonné? Non, je n'ai pas dit ça. Enfin, je ne supporte plus le langage politique qui consiste à dire, en gros, Marine Le Pen, les cadres de Le Pen sont des salopards, pas les électeurs qui, eux, les pauvres, se trompent ou qui, eux, veulent faire de leur vote une espèce de truc sanction. Mon cul, on sait tous ce qu'ils pensent Le Pen. On sait tous ce que c'est que le Front National. Il y a une autre manière de montrer aux dirigeants des partis politiques classiques qu'on n'est pas content. Il y a l'abstention, il y a les Verts, il y en a plein. Tu n'es pas obligé d'aller du côté de Le Pen pour montrer que tu n'es pas content. Donc cette distinction-là, parce qu'on préserve le deuxième tour... Moi, Mitterrand m'a passé une soufflante parce que j'avais dit, puisque vous dites que Le Pen est un salaud, les électeurs le sont aussi. Bon, les spectateurs de Dieudonné, c'est des salauds aussi? Mais la preuve que non, puisqu'ils y viennent alors qu'on ne parle plus des Juifs. C'est plein. Alors Frédéric Aziza. Oui, parce qu'il y a quelque chose quand même que vous oubliez. C'est plein. C'est que depuis votre combat face à Jean-Marie Le Pen dans les années 80, il y a des choses qui ont changé. Il y a notamment Internet. Hein, et Dieudonné et Soral, c'est les spectacles, c'est les écrits de Alain Soral, mais c'est surtout Internet. Hein, c'est les vidéos d'Alain Soral, c'est les vidéos de Dieudonné qui sont des vidéos de haine, des vidéos antisémites, racistes. Et on oublie quelque chose, hein, ce sont des vidéos homophobes, anti-femmes. On le voit dans le livre que vous écrivez avec lui, où Soral, qu'est-ce qu'il dit, hein? Vous savez ce qu'il dit, Soral? J'ai fait les entretiens. Oui, vous avez fait les entretiens, vous n'avez pas beaucoup relancé de manière très dure. Et il dit quoi sur Pierre Berger et Jacques Lang? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, allez demander à Pierre Berger et Jacques Lang si pédophilie et homo... J'en ai parlé il y a 2 minutes à propos de la manif pour tous. Et qu'est-ce que vous lui avez dit, hein? Vous êtes très calme quand il vous dit ça. Non, je réponds de manière calme, on peut être résolu et calme. Oui, et quand il pas besoin de gueuler ou de faire des effets de manche. Mais je parle très calmement. Vous parlez très calmement. Vous parlez aussi avec vous comme avec Soral. Oui, et vous parlez aussi très calmement quand, dans vos propos, vous parlez de show business. On se demande pourquoi vous parlez de show business. Hein, est-ce qu'on va entrer dans le détail du livre? Parce que là, faut que je réponde. Vous utilisez le même... mais ça veut dire qu'il a contaminé, il contamine tout ça. Non, je ne dis pas. Je dis, Soral dit, tout ça, cette histoire de Shoah, c'est Shoah business. Vous dites, oui, vous avez raison. Je lui dis, il y a eu en effet, sur 6 millions de personnes qui ont disparu dans les camps de concentration, il y a eu quelques cas infimes, en effet, d'exploitation des escrocs. Il y a des escrocs partout. Sur 6 millions de personnes, sur 6 millions de personnes. Non, mais je vous dis simplement. Et je lui dis... Les Juifs ne pensent qu'à l'argent. Non, pas du tout. Je dis à Soral, tu n'as pas le droit, à partir de 3 cas, de nier un phénomène comme la Shoah. C'est exactement ce que je dis. Vous reconnaissez, vous dites... On ne va pas faire un truc. Non, mais je vous dis ce que vous dites. Ce n'est pas un débat personnel. Moi, je m'oppose. Tous ceux qui ont lu le livre le savent. Je m'oppose point par point à la pensée de Soral. Alors, vous me faites un procès en compromission. Écoutez, si vous voulez personnaliser le débat, je vais vous dire une chose. Parce qu'on parle de la liberté d'expression. Vous êtes complaisant? Je ne suis absolument pas complaisant. Monsieur Aziza,
Moi, on peut entrer dans un débat personnel. Il y a quelques mois, vous vous êtes permis de balancer un tweet où vous avez tweeté une photo de moi en train de poser à côté de Zemmour, c'est une photo de presse, et je me tiens exactement comme ça, parce que le photographe me demande. Commentaire de M. Aziza, Éric Nolot exécute une quenelle, le salut nazi inversé. Alors d'abord, je n'avais même jamais entendu parler de la quenelle à ce moment-là. Oui. Et que vous balanciez... Non, mais que vous Non, mais il y a 1 an et demi, ça n'avait pas pris cette ampleur, reconnaissez-le. C'était pas il y a 1 an et demi, c'était il y a 6 mois. Hein. Non, que vous l'avez balancé. Et on parlait que vous l'avez balancé. Non, moi je l'ignorais. Ouais. Mais que vous puissiez balancer. Vous voyez, la liberté d'expression, elle est là aussi. Je suis désolé si je vous ai meurtri avec ça. Non, mais je suis encore... Attendez, me traiter de nazi, ce n'est pas me meurtrir. Vous comprenez ? Vous me traitez de nazi. Je ne vous ai pas traité de nazi. Non, si. Éric Nolot exécute un salut nazi inversé. Excusez-moi, je crois que les gens me connaissent un peu, le personnage privé au public. Me comparer à un nazi, mais la liberté d'expression. Je vous aurais bien mis un procès aux fesses, mais comme vous êtes l'objet d'attaques immondes, et chaque fois que vous serez attaqué, vous me trouverez à vos côtés. C'est très gentil. J'ai fait la part des choses. Donc je serai toujours à vos côtés quand vous êtes dans le vrai, parce qu'on n'a pas à vous attaquer. Ce que vous subissez est absolument immonde. Mais quand vous déconnez avec cette histoire de quenelle, excusez-moi, je ne laisse pas passer. Je veux bien croire en votre sincérité, mais je suis désolé, mais quand j'ai lu ce livre que vous avez écrit avec Alain Soral... Contre Alain Soral. Avec Alain Soral, je suis encore plus désolé pour vous. Quand je lis par exemple ce qu'il écrit sur Anne Sinclair... Connaissant le parcours intime de Madame Rosenberg, le vrai nom pas du tout catholique de Madame Sinclair, partouzeuse notoire, connue pour être ou avoir été, elle commence à se faire vieille, une assidue des chandelles. Vous avez écrit ça avec lui. Je n'ai pas écrit ça avec lui, c'est Soral, je lui réponds, je le contredis. Vous avez assumé et je lui livre. dis à chaque phrase mon indignation. Mais je partage votre indignation, on ne va pas refaire le bouquin, je partage votre indignation, monsieur Aziza. Mais je ne partage pas vos déconnades. Là, on va faire un peu de philo. Hein. S'il vous plaît. Allez, on va revenir à la philo. Justement, la liberté d'expression. La liberté d'expression, est-ce qu'il faut faire confiance au public ou pas, André Consponville ? Oui, il faut faire confiance. Oui, on a le droit de dialoguer avec tout le monde. Et, oui, le public est assez intelligent, vous pensez que... On a refusé de dialoguer. Moi, à Soral, j'aurais refusé, mais je ne vous reproche pas d'avoir accepté. Moi, je comprends ça, je respecte ça. Mais visiblement, Bernard Tapie l'aurait fait aussi. Non, mais ce qui est insupportable, c'est le soupçon perpétuel porté sur tout le monde. En l'occurrence, ici, chacun fait ce qu'il veut. Et simplement, la question, c'est le respect de la loi. Et je suis d'accord, pour revenir à l'affaire Dieudonné, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que les sanctions judiciaires n'aient pas été appliquées. Donc, je ne reproche pas tellement à Manuel Valls d'avoir fait son boulot, même s'il n'a peut-être pas fait toujours très adroitement dans cette affaire-là, mais je reproche au ministère de la Justice de ne pas avoir fait appliquer des sanctions qui avaient été décidées par les tribunaux. C'est pas la première fois. Hein. Bref, j'ai envie de dire, parlons un peu moins de morale et un peu plus de droit et de politique. Personne ne peut juger à la place d'Éric Nolot ce qu'il a le droit moralement de dire ou pas. Soit il a violé la loi et alors il faut le sanctionner, soit il ne l'a pas violé et il faut lui foutre la paix. J'ai envie de vous embrasser. J'ai envie de vous embrasser, Pic de la Mirandole. Bref, la morale n'est légitime qu'à la première personne. Arrêtons de servir de la morale pour juger les autres. Enfin. Moi je dis toujours, la morale n'est légitime qu'à la première personne. Pour les autres, le droit et la miséricorde suffisent. Bénédicte Lano. Bravo. Alors moi, j'espère que je vais gagner aussi une embrassade avec Nolot, parce que quand même... Là, je vous cède la mienne. Merci. Merci, ça m'en fera deux. Je me méfie de ce que je vais dire, mais mes goûts naturels me portent plus vers vous que vers Pic de la Mirandole. Voilà, j'en suis ravie. Alias Monsieur Consponville. Ce dialogue avec Soral... C'est vraiment très important parce que... Là, on fait confiance à l'intelligence du public qui va... Absolument. Il y a mise au jour de quelque chose qui n'est pas aussi net parce que lorsqu'on voit Soral dans les vidéos qu'il donne, ça va très très vite. Il y a une espèce de confusion. Là, les textes sont écrits et ils sont très clairement analysables. Alors, on peut observer finalement ce qu'ils représentent. Mais je voudrais quand même dire que... Mais la mise au jour, on peut dire aussi que c'est du journalisme. Par exemple, c'est ce que fait Frédéric Aziza dans ce livre. C'est-à-dire là, c'est un livre qui est d'ailleurs aussi angoissant que celui qu'Éric Nolot a pu faire avec Alain Soral. On est effondré par cette réalité qu'on n'était pas censé connaître. Il faut comprendre quel est le public de Soral, et moi je ne dirais pas qu'il y a la France de Soral ou qu'il y a la France de Dieudonné. Parce qu'il suffit d'observer la multiplicité des gens qui se trouvent tous ravis devant un spectacle de Dieudonné ou qui vont consulter Soral sur Internet. Que vont-ils chercher ? D'une part, on n'a pas fait la place au principe du spectacle, qui est le spectacle de l'ironie. Et dans l'ironie, il y a par définition une polyphonie, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qui parle. Et ça, évidemment, c'est quelque chose sur quoi il est d'autant plus facile de jouer que notre culture est marquée par une tradition qui est une tradition de l'ironie comme vertu émancipatrice
terroriste et iconoclaste. Donc nous avons érigé, historiquement, depuis Montesquieu et Voltaire, la profanation en valeur. Et dès lors, nous nous trouvons dans une contradiction sur laquelle peuvent surfer évidemment toutes les mauvaises volontés, entre quelque chose qui va être justement ce qui est respectable, voire ce qui est sacré d'un côté, et puis d'un autre côté, vive la profanation, c'est là-dessus que nous nous sommes fondés. Donc il se passe là quelque chose qui est, à mon avis, totalement indécidable. C'est pour ça que sanctionner une parole publique, c'est une chose, sanctionner un spectacle, c'en est une autre, et là, je pense que c'était une faute intellectuelle. Mais l'affaire Dieudonné Soral, plus généralement, ça transparaît bien dans vos propos, ça teste toutes nos limites. Voilà. Les limites de la démocratie, de la liberté d'expression, de ce que c'est qu'une parole d'un spectacle ou d'un spectacle politique. Voilà. Mais ne parlons pas, si vous voulez bien. L'ironie. Oui. Les gens qui vont voir des humoristes savent parfaitement à quoi s'en tenir. On peut rire d'un truc qui est complètement faux, par exemple, et qui est complètement diffamatoire. Moi, on m'a présenté dans une émission célèbre, ça fait 30 ans, avec des gourmettes en or, avec des chevalières, avec des machins, parce que non, ça... Non, mais j'en ai jamais vu, j'en aurai jamais. Mais ça fait... D'accord, on présente mon copain Borloo, toujours à moitié bourré, les cheveux comme ça, il pue, etc. Borloo... je l'ai vu, moi, en 25 ans, 3 fois un peu parti. Donc, peut-être un peu plus, quand même. Non. Au Guignol, oui, tu le vois toutes les semaines. Ça va vous coûter cher, l'histoire, c'est que l'ironie, il faut, et le public le sait, il faut prendre la distance que l'ironie permet aux humoristes de franchir. Cela dit, là où il a raison, c'est qu'il y en a beaucoup qui vont profiter de l'ironie et du droit humoristique, si j'ose dire, d'aller un peu n'importe où et dans des lieux très dangereux et où ils ne sont pas condamnés par la justice, alors que là, le sujet, je ne vois même pas pourquoi on en a fait un sujet, tout se résume dans le fait qu'il a été condamné 9 fois. On va continuer ce débat en regardant ce qui se passe aux États-Unis. Est-ce qu'il faut s'inspirer du modèle américain? Alexandre Gamelin va nous apporter ces éléments de réflexion avant que nous écoutions le grand historien des États-Unis et grand séducteur aussi, François Durper. On regarde. Que risquerait Dieudonné s'il était aux États-Unis? Et un journal qui révélerait publiquement la liaison secrète d'un président de la République avec une jeune actrice? Eh bien, pas grand-chose, puisqu'il serait protégé par le premier amendement de la Constitution. Un amendement qui dit que le Congrès ne fera aucune loi qui puisse restreindre la liberté de parole ou de la presse. Aux États-Unis, la liberté d'expression, c'est sacré. On ne débattrait même pas pour savoir si la quenelle est un salut de nazi masqué, puisqu'il est tout à fait autorisé de faire ce salut publiquement. La seule limite à la liberté d'expression, c'est l'appel au meurtre, et depuis le Patriot Act qui fit suite au 11 septembre 2001, la sécurité de l'État. Dans le pays qui inventa le politically correct, on peut parfaitement être homophobe. C'est ainsi que des groupuscules religieux extrémistes peuvent manifester pendant les enterrements de soldats américains morts en Irak et expliquer tranquillement que ces PD l'ont bien mérité. Motif invoqué par la Cour suprême qui leur donna raison, la liberté d'expression. Ils nous prennent tous pour des homos. Et je reste poli. Vous, je sais pas, mais moi, je suis pas une folle. Alors bien sûr, on peut frémir d'une telle exigence de liberté qui laisse place aux prises de position les plus abjectes. Et je serai pas la chef des folles. Et en même temps, dans ce pays où il est tout à fait légal de dire publiquement à la télévision la suprématie de la race blanche sur la race noire, on a élu un homme de couleur à la tête de l'État. Ce n'est pas près d'arriver dans notre beau pays où le racisme est pourtant un délit passible d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. À ceux qui nous rejoignent, je signale que vous regardez les grandes questions à propos de la liberté d'expression, notamment à travers les affaires Dieudonné et Closer. Alors, est-ce qu'il faut s'inspirer ou pas du modèle américain? François Durper, l'affaire Closer, par exemple. Est-ce qu'une affaire de ce type est possible aux États-Unis? Oui, l'affaire Closer est possible aux États-Unis. On peut très bien porter plainte contre la presse, mais en 1964, la Cour suprême a rendu un arrêt très important, qui est New York Times versus Sullivan. Et qu'est-ce que dit cet arrêt 1964? Dit la liberté de la presse est supérieure à la vie privée. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on porte plainte, par exemple, si on était en France dans ce type de cas, si on porte plainte contre Closer, il faut, prouver que ce que Closer a dit est faux, c'est-à-dire prouver que c'est un mensonge. Mais 2, et ça c'est très difficile à prouver, il faut prouver l'intention
délictueux, ce qu'on appelle actual malice aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il faut prouver que Closer savait que c'était un mensonge et l'a fait de manière intentionnelle. Chez nous, c'est comme chez nous, non? Ça veut dire, c'est plus fort, non, parce que c'est là, il faut pareil. quand même prouver qu'il y a eu une intention de faire quelque chose de négatif. C'est-à-dire qu'il y a quand même les deux choses à prouver, l'actual malice. On appelle ça la bonne foi. Donc, Ça veut dire quand même qu'aux États-Unis, vous n'avez pas de possibilité de gagner contre la presse dans ce genre de cas. Et que la vie privée, elle est inférieure à la liberté de dire les choses. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même une américanisation de la France, pas forcément sur des propos type nazi, etc., parce qu'évidemment, il y a la loi Guesso qui est intervenue depuis, mais sur la presse n'aurait pas fait ça il y a 20 ans, il y a 30 ans, c'était impensable. En France? Oui. Oui, mais les hommes politiques ou les grands leaders d'opinion, il y a 40 ans, donnaient pas non plus à la presse autant d'occasions de les ridiculiser qu'elle les donne aujourd'hui. Je veux dire, aujourd'hui, je dirais que les humoristes, ils ont presque besoin de simplement se contenter de reproduire ce que les hommes politiques font. Puis ça suffit pour être marrant. Mais c'est pas ça, c'est pas le problème Closer. Le problème Closer, c'est que les politiques ont commencé à mettre le doigt dans la pipolisation en pensant qu'ils pourraient contrôler le système. Mais ils lui ont bouffé le doigt, le bras et la tête. Et ce qui ça n'a arrive... pas grand-chose à voir avec ce qui est arrivé à François Hollande. Ça rapporte de l'argent. Et ça rapporte il a eu quelques complaisances. Là où Éric Nolot a raison, c'est que Bernard Shaw le disait, les Américains, ils ne connaissent pas la vie privée. Ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Donc ça veut dire que l'homme public, dans sa campagne, il explique sa famille, ses enfants et combien sa famille... Oui, ils le font, mais plus récemment. C'est-à-dire que dans l'histoire politique c'est la question que pose justement. Donc, la vérité, c'est que maintenant, ils le font si tous. Si les hommes politiques français se même comportent à l'américaine et donc mettent en avant leur vie privée, ensuite, il y a une presse qui cherche à savoir si un homme politique tient des propos homophobes et puis qu'il est homosexuel, ça n'a rien à voir. La vie privée, derrière ce mot-là, il y a plein de choses. La vie privée, il y a par exemple maintenant la publication obligatoire de ce que les ministres, les députés, etc. possèdent. Bon, c'était avant une atteinte à la vie privée. Aujourd'hui, on doit savoir à qui on a affaire. C'est un progrès. Bon. Le deuxième problème sur la vie privée, c'est les conséquences d'une affirmation qui n'est pas prouvée et qui va faire des dégâts considérables, non pas sur l'image, mais sur la famille, sur les enfants, sur la femme, etc. Alors, Closer est en faute? Non. Il n'est pas en faute, il a su quelque chose, il l'a dit. Maintenant, la manière dont c'est fait, au moment où c'est fait, ça va faire des dégâts sur des gens, quoi, qui sont pas tolérables, qui sont pas supportables. Moi, je ne connais pas cette femme, mais elle doit être dans un état terrible. Elle subit une double peine. La peine de savoir que son homme l'aime plus, en aime une autre, et la peine de savoir que le monde entier, c'est très violent. C'est dramatique. Alors, maintenant qu'Internet a tué la vie privée. Qu'il fasse plus les c'est maintenant la transparence est devenue obligatoire. Oui. Ils font plus les cons, et voilà, tranquille. C'est impossible. Attends. Mais quoi, c'est pas possible? Excuse-moi, quand tu as en face de toi la responsabilité d'une charge aussi importante, flatteuse, ça passe peut-être avant tes petites pulsions perso. Mais c'est pas aux journalistes aussi de pas faire les cons. Bernard, que ceux qui n'exposent pas leur vie privée, qui sont très discrets là-dessus, ne se retrouvent pas à Closer. Donc il y a quand même un jeu de dupes entre les politiques. Voilà. Quand ils ont besoin des photos, ils appellent Closer en disant « ce serait bien que vous me photographiez avec ma femme à la plage ». Quand ça leur tombe sur la gueule, voilà. Ceux qui ont décidé de ne pas jouer le jeu du tout des people, ils ne sont pas emmerdés. Donc, je vous fasse une confidence, oui, monsieur j'aimerais bien. Quand on est au niveau d'intelligence qu'il faut avoir quand on est président de la République, je ne crois jamais aux accidents de parcours pas voulus. C'est volontaire. C'est pas des philosophes qu'il nous faut, c'est des psychanalystes. Oui, tout à fait. Non, ce que vous êtes en train de nous dire, en fait, c'est que l'amour était tellement fort qu'il avait envie de... Voilà, il prenait des risques parce que l'amour était... Voilà, moi, ce que je veux, c'est un président heureux, putain, pour que la France aille bien. Non, mais cyniquement, t'as envie d'avoir un président qui est bien dans ses pompes, qui est heureux, qui vit pas une situation qui soit une situation ambiguë, pas claire, qui le torture. Et maintenant, c'est le meilleur moment. C'est le meilleur moment qui arrive. Je suis désolé pour vous. Géraldine Mühlmann, qui vient nous rejoindre pour faire le débriefing philosophique de l'émission. Géraldine. Et nous, on peut la débriefer après? La démocratie. Oui. Bon, alors, je vais commencer par vous rassurer, je ne suis pas un arbitre. D'abord, je crains le pire, quand même.
Pour deux raisons. D'abord, les commissions d'arbitrage, ça risque de donner des boutons à Bernard Tapie, ou des bons souvenirs, des bons et des mauvais, je ne vais pas rentrer là-dedans. Et puis, il n'y a pas d'arbitrage à faire, parce que je pense qu'il n'y a pas eu de guerre terrible entre vous. En fait, ça m'a frappé, vous êtes assez d'accord, parce que vous êtes tous assez français. Et vous pensez tous, avec des nuances, certes, qui ont fait que ces débats étaient subtils, qu'il faut encadrer par la loi la liberté d'expression. Et au fond, c'était très intéressant quand nous avons vu ce magnéto sur le cas américain et votre exposé là-dessus. Personne n'a embrassé une position radicale qui considérerait que, premier amendement constitutionnel oblige, on peut tout dire, le Parlement n'a pas le droit de faire une loi pour encadrer la liberté d'expression. Cette radicalité philosophique, c'est ça que je voulais vous dire, on dirait des pisons philosophiques, je ne l'ai pas entendue sur le plateau. C'est-à-dire, je n'ai pas entendu de radicalisation de la position d'Emmanuel Kant, au XVIIIe, philosophe des Lumières, qui disait la publicité, le fait de mettre les idées en public, eh bien, en quelque sorte, ça va faire le ménage. Les meilleurs finiront par triompher. Naïveté, me direz-vous peut-être. Et puis, pour ce qui est des Américains, il y a tout un fond puritain, mais au bon sens du terme, enfin au sens juste du terme, qui est le fond de John Milton au XVIIe siècle en Angleterre. Il a beaucoup marqué ensuite la tradition américaine, qui disait, en 1644, il faut que les idées même très mauvaises soient rendues publiques pour qu'on se confronte à elles. Il y avait un argumentaire même religieux, comme le péché. C'est la seule manière d'être assez fort pour les combattre. Et puisque quand on a cité Voltaire, on a fait quoi? Oui, vous l'avez cité, mais c'est drôle parce qu'à un qu'est-ce moment qu'on a donné... fait? Mais vous vous êtes replié derrière la loi Pas après. du tout. On a d'abord cité Voltaire. Et la loi, elle est faite pour qu'on dise tout ce qu'on veut, sauf dès lors, ce que monsieur a dit, si ma liberté à moi, elle commence à emmerder la vôtre, j'ai plus le droit de le faire. Voilà. Légalement? Oui, légalement. Parce que chez les Américains, c'est pas légalement, c'est par la jurisprudence. Je n'ai pas voulu relever tout à l'heure, mais une chose... S'il y a quelque chose qu'on ne doit jamais importer des États-Unis, je peux vous le dire, c'est la justice. Hein? Alors, voilà, on peut tout importer, mais pas la justice. C'est bien Parce que là, c'est la justice du fric. Il n'y a pas eu de position radicale. Aux États-Unis, vous êtes riches, vous faites tout ce que vous voulez. Voilà. Mais en tout cas, on n'a pas eu de position disant que, comme disait un juge de la Cour suprême, Louis Brandeis, vous l'évoquiez, qui disait « Sunlight is the best disinfectant », le meilleur désinfectant. C'est l'espace public, c'est la lumière. Et parce que nous sommes français, je pense que, je peux même dire nous avons un certain goût du secret, nous avons un certain goût de la vie privée, nous n'aimons pas la publicité dans tous les sens. Alors après, il y a eu des débats passionnants, mais toujours dans ce cadre, la loi défendue par les tribunaux judiciaires et pas par les tribunaux administratifs, pas trop de lois non plus, ne pas réviser la loi. Je pense que vous étiez d'ailleurs assez d'accord. Il y a deux questions qui restent pour moi à la fin de cette émission. La première, puisqu'on est dans le cadre de la loi, il y a un nouveau concept qui est en train d'apparaître, qui intéresse beaucoup les philosophes aussi, qui est le concept de dignité, et il a été employé dans l'affaire Dieudonné. Est-ce qu'on doit examiner les contenus des spectacles en termes de dignité? Les juristes s'affrontent là-dessus. La notion de dignité est très compliquée. Est-ce que c'est un boomerang qui va nous revenir dans la figure ou est-ce très important? Et la deuxième question, c'est une question par rapport au Front National, par rapport à beaucoup de choses. Qu'est-ce qui donne le plus de pub à quelqu'un? Qu'est-ce qui promeut le plus quelqu'un? Est-ce l'interdit ou est-ce au contraire le fait de lui donner la parole avec le risque de banalisation? En fait, je crois qu'honnêtement, nous n'arrivons pas bien les uns les autres à être sûrs que c'est une des voies qu'il faut emprunter et pas l'autre. Merci Géraldine. Alors, on va faire un petit tour de table. Je vais demander à tous, puisqu'on parle de vérité, quelle est la vérité que vous avez regrettée d'avoir dit à un moment donné dans votre vie, que ce soit un proche ou en public? Je vais peut-être commencer par vous, Bénédicte Lano. Une vérité comme ça. Quelle vérité? Si je vous racontais... Alors on est au confessionnel, allez. Allez, confessionnel. Un jour, j'ai reçu un mot d'un de mes collègues qui me disait « cet élève est un abruti ». Et je lui ai répondu « oui, mais c'est pas grave ». Et le mot est tombé et l'élève l'a découvert. Alors j'ai essayé de lui expliquer quelque chose de fondamental, c'est qu'il y a une différence entre un énoncé et une situation d'énonciation. Autrement dit, je peux très bien dire à quelqu'un
Bon, bah écoutez, voilà, hier, Nolo était vraiment de mauvais poil. Bon, mais je ne le dirai pas sur les ondes, parce qu'évidemment, ça n'a pas le même retentissement. Donc, encore une fois, medium is message. Hein. Alors, donc ça, les vérités, elles sont régionales, elles sont partielles et elles sont inséparables de leur contexte. Alors, Bénédicte Lano, donc on peut vous voir à l'Université populaire de Caen. Michel, on fait régulièrement. Et puis, vous serez le 6 février au Rond-Point pour une conférence sur les écrivains et la Deuxième Guerre mondiale au Théâtre du Rond-Point. Donc, je répète. André Consponville, votre regret personnel au public? Aucun ne me vient en tête. Mais si c'était privé, j'en parlerai pas ici. Et quant à un regret public, non, j'en ai pas souvenir d'avoir dit quelque chose que je regretterais aujourd'hui d'avoir dit. Bon, ben c'est le seul type bien de ce plateau, vraisemblablement. On s'en doutait un peu. Dictionnaire philosophique d'André Consponville aux presses universitaires de France. Il faut avoir ça dans sa bibliothèque, hein, sinon on est un peu con. Éric Nolot. Moi, j'ai un doute. Est-ce que j'aurais dû ou pas dû quand vous êtes en situation de critique littéraire, vous êtes face à quelqu'un qui a raconté dans un livre à la con, mais un problème très douloureux. Est-ce qu'il faut faire abstraction, c'est-à-dire en disant ce livre est complètement médiocre, mais ce que vous racontez, c'est quand même bouleversant, c'est un problème qui vous a affecté. C'est vrai que moi, j'ai toujours choisi de critiquer quand même le livre, donc d'être assez violent par rapport à quelqu'un qui vient exprimer une douleur ou une peine. Donc peut-être que... Alors un exemple, allez. Je me souviens de Laurence Boccolini qui avait fait tout un livre que moi j'avais trouvé un livre à la con, mais elle veut des enfants, elle ne peut pas en avoir, c'est vraiment la tragédie de sa vie. Et moi, au lieu de prendre juste... proposé volontaire. Non, pas du tout. Pas du tout, il est encore pire que moi. Non, pas du tout, mais j'ai pris en considération l'aspect du livre qui était ni fait ni à faire. Est-ce que dans ces cas-là, il ne faut pas que le critique s'efface pour laisser place uniquement à l'homme? Voilà, c'est... Mais oui, voilà. mais Oui, oui. voilà. Non, mais c'est... Bon, Bernard Tapie-Tranche, moi, j'avoue, oui. Je suis moins... Moi aussi. Voilà. Alors, dialogue désaccordé par Éric Nolot et Alain Soral. Donc, c'est un dialogue, ou plutôt une confrontation aux éditions Blanches. François Durper. Quelque chose que j'aurais fait, que je regrette. Ouais. Il y a quelques années, j'ai confié... Pas privé, parce que ce serait très long chez vous. Oui, justement, voilà, c'est ça. J'ai confié ma vie privée à un grand journaliste français qui s'appelle François-Olivier Gisbert. Et des années plus tard, il m'a présenté dans une de ses émissions comme historien et grand séducteur. Bah oui, c'est vrai, mieux fait de me taire à cette époque. En tout cas, grand séducteur et grand historien, j'ai dit aussi. Mais qu'est-ce qui n'est pas vrai des deux, historien ou grand séducteur? Non, les deux. Historien. Excellente histoire des États-Unis. C'est un des très rares, très bons connaisseurs des États-Unis. Enfin, c'est vrai, on entend beaucoup de conneries à propos de l'Amérique en France. Enfin, lui, c'est un grand spécialiste. Histoire des États-Unis, en que sais-je, presse universitaire de France. Et beaucoup moins séducteur qu'avant. Frédéric Aziza. Alors moi, j'ai dû dire des choses qui ont blessé publiquement. J'ai peut-être fait avec Éric Nolot, je ne sais pas. Mais je n'ai pas d'exemple. Vous regrettez un peu, là, tout à l'heure. S'il considère que c'est faux. Il a déjà exprimé ses regrets, l'affaire est close, ça va. Voilà. Mais je n'ai pas d'exemple précis en tête et je suis sûr que j'ai dû blesser des gens. Alors si j'en ai blessé, ils me le diront. Mais voilà, je n'ai pas d'idée précise en tête. Alors Frédéric Aziza vole au-dessus d'un nid de fachos. C'est vraiment une belle enquête passionnante aux éditions Fayard. Bernard Tapie, votre regret? Des regrets? Public, privé, personnel, je ne sais pas, dans le cadre de la liberté d'expression. J'ai que des regrets, mais j'ai pas de remords. Pardon? Bah oui. Très bien. Voilà, j'ai Non, plein de on regrets. va appeler les philosophes, on va voir. Non, ils sauront vous dire la différence entre un regret et un remords. Voilà. Non, mais j'ai évidemment, plus on multiplie les interventions, télé, publiques, politiques, et plus on a donné des occasions, on a raté des occasions de se taire parfois. Et au contraire, on a... Tiens, un jour, j'ai dit, et je redirai encore, parce que je ne sais pas l'exprimer, j'ai dit un jour à un journaliste, oui, mais ce jour-là, il m'a dit, vous avez menti? Je lui ai dit, oui, mais j'ai menti de bonne foi. Et, pas mal. Et le lendemain, j'ai dit, mais attends, il n'a pas compris. Parce que ce que j'ai dit, au moment où je l'ai dit, je croyais que c'était vrai. Et il se fait qu'après coup, il s'est avéré que ce n'est pas vrai. Mais dire qu'on a menti de bonne foi, c'est un truc qui a du mal à... Vous voyez? Curieusement, oui. Voilà. Merci. Alors vous, moi, votre oui. actualité, c'est la Provence tous les jours. Hein, oui. Oui, vous lisez les journaux. Voilà. Puis peut-être. Je voudrais juste vous dire un truc, juste comme ça, parce que ça paraît pour les journalistes et pour les témoins, y compris les philosophes, pas très grave. Quand un grand titre d'un grand journal, peut-être celui qui est considéré comme le plus grand, titre la preuve de l'escroquerie, avec un contenu qui vaut rien, ça émeut personne. Vous voyez? Eh bien, il serait temps que ça crée autant d'émotions que quand on s'attaque à la Shoah. Vous voyez ce que je veux dire? Même si ce n'est pas tout à fait pareil. Je veux dire, on n'a pas le droit, sous prétexte qu'on a du crédit
plus lié à son histoire qu'à son actualité Vous parlez d'aujourd'hui. du Monde. Hein. Je parle du Monde. On n'a pas le droit de se servir de ça pour faire des titres qui tuent les gens et qui, surtout, influencent, ou en tout cas tentent d'influencer, le cours de la justice. Car ça, c'est très malin. Il faut demander après à des juges d'aller dire des choses qui sont le contraire de ce qu'a affirmé le Monde. Et là-dessus, alors ça, c'est depuis les nouveaux actionnaires qu'il est devenu comme ça, le Monde. C'est pas gratuit, je veux dire. Bon, et puis il y a aussi une actualité littéraire, Bernard Tapie. Un scandale d'État, oui, mais pas celui qui vous raconte. Ça, c'est un livre qui est sorti il y a quelques temps aux éditions Plomb, qui se lit comme un polar, un vrai polar. Merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, toujours sur France 5, bien sûr, entre 19h et 20h pour une nouvelle édition des Grandes Questions.